Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Réforme des forces armées nationales. 3 recommandations ont été formulées à l'issue de la première session du Conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de la Défense. Le point dans ce journal. Opération curage des caniveaux munis de gants et de pelles. Le maire de l'arrondissement numéro 12 était dans les caniveaux pour montrer l'exemple à ses concitoyens. Orpaillage à Bagassi zoom sur l'activité fleurissante qui absorbe beaucoup de jeunes de la localité. Les cadres et hauts gradés de l'armée souhaitent la création d'une commission de gestion des évacuations sanitaires pour les militaires blessés en opération. C'est l'une des 3 recommandations formulées durant les travaux de la première session du Conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense. Le président du FASO, ministre de la Défense nationale, a promis d'examiner ces recommandations. Le reportage de Micheline Guigma. La réforme des forces armées nationales était au cœur des travaux du premier conseil d'administration du secteur ministériel 2016 du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. À ce titre, 3 recommandations ont été soumises au ministre en charge de ce département. Comme je l'ai dit, ce document sera soumis avec ces recommandations au gouvernement pour que nous puissions faire en sorte que les recommandations puissent être prises en compte. Je crois que vous avez écouté le contenu des 3 recommandations, que ce soit la question de la loi de programmation, c'est quelque chose déjà que nous avons proposé dès le début de la préparation, je dirais, de ce rapport. Les questions qui sont relatives à la question des militaires blessés et la mise en place d'une commission, c'est une question et une préoccupation qui est tout à fait justifiée. Et également, comme vous l'avez suivi, la première recommandation également sera discutée. À en croire le ministre, au-delà de ces recommandations, l'ensemble du travail réalisé sera examiné par le gouvernement. Ces recommandations ne sont pas le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est le travail qu'ils ont opéré, que nous allons examiner au détail et voir, comme ils l'ont souhaité, également dans une des recommandations, la relecture de la loi des textes relatifs à l'armée, et je pense que nous allons nous atteler à cela. Voilà ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne la tenue de ce CASEM. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a finalement salué la cohésion dont ont fait montre les participants à ce CASEM et souhaité que ces travaux débouchent à la construction d'une armée solide qui participe au développement du Burkina Faso. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Albert Mabry Touakeuse, a transmis hier au président Kaboré le message d'amitié et de fraternité de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Il a été reçu hier au palais de Koussiam. Au terme de cette audience, le ministre Albert Mabry Touakeuse a indiqué qu'en installant l'ambassadeur ivoirien, à la veille du 5e traité d'amitié et de coopération, son pays voudrait indiquer son engagement et sa détermination à poursuivre sa relation d'amitié entre les 2 peuples. Le colloque international sur la mobilisation des ressources fiscales a pris fin ce samedi à Ouagadougou. Plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'améliorer le système fiscal au Burkina. Il s'agit notamment de la réorganisation de l'administration fiscale et des réformes au niveau de la Direction générale des impôts. Mahamad Sangaré, reportage. Initié dans le but de réfléchir sur la politique nationale de la mobilisation des ressources financières au profit de l'État, le colloque international sur la mobilisation des ressources fiscales s'est tenu 3 jours durant dans la capitale burkinabé. Un colloque au cours duquel les échanges ont permis de faire des recommandations fortes en vue d'améliorer le système fiscal du Burkina Faso. Le colloque nous a permis d'avoir des recommandations pertinentes qui vont nous permettre d'améliorer la collecte des ressources au profit du budget de l'État et des collectivités locales. Plusieurs recommandations qui vont de l'organisation de l'administration fiscale à des réformes aussi au niveau de la législation et de la réglementation de l'impôt, mais aussi sur le renforcement des capacités des administrations
en matière de ressources humaines, en matière de moyens, en matière de modernisation, mais aussi des procédures fiscales. Les conclusions de ce colloque vont ainsi permettre d'impulser une dynamique dans le fonctionnement du service des douanes et de la Direction générale des impôts. Je voudrais donc rassurer tous les participants que nous allons nous donner les moyens, avec l'aide de nos partenaires, notamment l'IRFID, pour que les recommandations issues de ce colloque soient mises en œuvre. J'ai l'habitude de dire que la fiscalité est trop importante pour la laisser dans les mains de la seule administration fiscale. Je crois que ce colloque confirme cette assertion. Les participants, pour leur part, ont émis le vœu que le gouvernement burkinabé s'implique dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations du présent colloque. Professionnaliser le secteur publicitaire, c'est le souhait des publicitaires associés. L'organisation a initié ce samedi un atelier de réflexion devant aboutir à l'élaboration d'une charte qui va régir le fonctionnement du secteur. Plus de détails avec Mahamad Sangari. En vue d'élever le niveau de la qualité des services des agences publicitaires de Burkina Faso, les publicitaires associés veulent élaborer une charte qui va régir le fonctionnement de leur secteur. Pour ce faire, un atelier de réflexion a été organisé ce samedi 23 juillet 2016. La charte a pour objectif de mettre en confiance tous les partenaires des agences de communication. Il s'agit pour nous de prendre des engagements qui vont permettre aux annonceurs de savoir qu'on va faire un travail de qualité pour eux. Pour permettre à nos collaborateurs, nos employés, de savoir que nous sommes des patrons qui sont sérieux et qui sont soucieux de leur apporter de bonnes conditions de travail. Qui vont mettre aussi en confiance les médias. Parce que c'est avec eux que nous travaillons étroitement, nous payons leurs pages, nous payons leurs zones, mais souvent il y a des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne vont pas reverser l'argent qu'ils doivent aux médias. Au cours de cet atelier, les membres des publicitaires associés vont échanger avec leurs fournisseurs et les représentants de médias. Des échanges qui vont aboutir à l'adoption de 2 engagements majeurs. Nous devons prendre 2 engagements. Un engagement vis-à-vis de nos annonceurs, pour dire voilà comment nous comptons nous comporter pour que nos annonceurs soient toujours satisfaits de notre travail. Et un autre engagement vis-à-vis de nos fournisseurs pour que nos fournisseurs soient satisfaits de la qualité du travail que nous faisons avec eux. À l'issue de cet atelier qui sera émaillé par plusieurs communications, il est attendu des pertinentes recommandations à même de professionnaliser les secteurs publicitaires. Il faut dire que nous sommes dans un monde où il faut de plus en plus professionnaliser, où il faut de plus en plus apporter une touche particulière qui nous différencie effectivement des autres, afin de pouvoir tirer profit en fait de toutes les opportunités qui se présentent à nous. Et le secteur de la communication n'est pas en reste. Pour la mise en application de la charte qui sortira de cette séance de réflexion, les publicitaires associés pourront compter sur le concours du Conseil supérieur de la communication, a rassuré Nathalie Sommet. Les premières journées portes ouvertes du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR ont débuté hier. Toute personne désireuse de comprendre le fonctionnement du CONASUR et les mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle sont priées de s'y rendre. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR a ouvert ses portes au public à travers sa journée portes ouvertes le 22 juillet 2016 pour non seulement se faire connaître, mais également enseigner au public les mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle. Ces journées portes ouvertes juste pour mettre les projecteurs sur le secrétariat permanent du CONASUR, qui est l'outil du gouvernement pour la prise en charge des catastrophes et des crises humanitaires. Ces journées portes ouvertes visent essentiellement à accroître la visibilité du secrétariat permanent du CONASUR, qui est une structure publique mais très peu connue. Et nous voulons aussi saisir cette opportunité pour présenter ce que nous sommes, ce que nous avons et les difficultés que nous avons. Et profiter de cette opportunité encore pour faire le plaidoyer au niveau du gouvernement et des partenaires à continuer à soutenir les actions
pour une intervention beaucoup plus efficace dans la prévention, la gestion des catastrophes et la réhabilitation. Le CONASU œuvrant plus dans le domaine de soutien aux personnes victimes de catastrophes naturelles, les Nations Unies sont prêtes à l'accompagner dans ses actions. Si nous sommes là pour appuyer le CONASUR, c'est aussi grâce aux agences du système des Nations Unies qui sont tout le temps mobilisées pour donner expression de ce que le système en cas d'urgence fait et aussi ce que le système continuera à faire pour prévenir les urgences et la gestion aussi des catastrophes naturelles. Au cours de cette journée de portes ouvertes, des visites guidées ont eu lieu, au cours desquelles les visiteurs ont pu comprendre les modes opératoires du CONASUR en cas de catastrophe naturelle. Une banque orientée vers le financement de l'agriculture pourrait voir le jour au Burkina. Selon nos confrères de l'agence de presse africaine, le gouvernement burkinabé envisage sa création. Le Premier ministre Paul Kabatieba multiplierait les rencontres avec les acteurs du monde rural et financier pour en discuter. Cette banque aura un capital de 15 milliards de francs CFA. En sa qualité de président du parent, Tahirou Barry a dressé ce samedi le bilan de sa participation aux élections municipales du 22 mai 2016. Sur les 86 partis et regroupements d'indépendants lisses, le parent a été classé 10e avec 127 conseillers repartis dans 8 régions. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaou. Plus de 6 mois que Tahirou Barry n'avait pas fait une sortie médiatique en qualité de président du Parti de la Renaissance nationale parent. Et c'est pour faire le bilan de sa participation aux dernières municipales 2 mois après celle-ci qu'il refait surface. Le parent a obtenu 127 conseillers repartis dans 8 régions, contre seulement 27 à la précédente élection, et se range au 10e rang sur 86 partis et regroupements d'indépendants en lice. Le parti obtient pour la première fois depuis sa création la majorité des élus dans 2 communes au Poni et dans le Yaga, et ce résultat avec le jeu des alliances devrait lui permettre d'avoir la tête des mairies des dites communes. Le parent a pu arracher 2 postes de premier adjoint au maire, 4 postes de deuxième adjoint au maire et 4 postes de responsable de commission. Et le chef de bataillon de rappeler ses troupes au respect des principes du parti. Tout manquement aux obligations d'intégrité morale et de dignité de tout élu parent ne sera point toléré. Nous préférons 0 conseiller aux parents que 100 conseillers délinquants ou dealers professionnels. Si le président du parent semble pouvoir guider les actes de ses militants, il ne peut que constater les dérives de ceux des autres partis qu'il ne citera jamais. On a une fois de plus assisté à une véritable compétition des moyens au détriment des visions et des idées. Par endroits, on a noté avec regret la persistance des actions de corruption et surtout de violence électorale. Cela n'est pas digne d'un pays qui sort d'une insurrection populaire. Il place donc au plaidoyer. Nous plaidons fortement pour l'intensification des actions d'éducation citoyenne, l'adoption d'un dispositif efficace et adapté de plafonnement des dépenses de campagne et la répression sans complaisance des actes de violation des règles électorales. Le parti entend donc peser de tout son poids pour que la démocratie burkinabé soit celle vraiment souhaitée par le peuple. Des habitants de la commune rurale de Péni, située à 30 km de Bobo-Dioulasso, désapprouvent la réélection du maire Abdoulaye Ouattara. Ils l'ont clairement signifié jeudi dernier lors d'une manifestation. Pour eux, il n'est pas capable de gérer la commune à cause de son faible niveau d'instruction. À cela s'ajoute le mauvais bilan de sa gestion antérieure. Josias Dabiré, reportage. Jeudi 21 juillet 2016, la population de la commune rurale de Péni, située à 33 km de Bobo-Dioulasso, était une fois de plus dans les rues pour contester contre l'élection d'Abdoulaye Ouattara comme maire de la localité. Nous sortons pour marcher, pour dénoncer le maire qui a été élu. Nous voulons quelqu'un capable vraiment de diriger la mairie,
Le maire qu'on a élu est un maire vraiment qui est illettré, qui m'excuse. Et par contre, on a des gens qui peuvent mieux faire. Ablaye, il n'a rien fait à quelqu'un. Mais Ablaye est au destiné de la commune depuis 2006. Et les lignes n'ont pas bougé dans la commune. Alors, son niveau intellectuel est tel qu'aujourd'hui, la population ne peut pas accepter ça. Il y a eu, comme quelqu'un l'a dit, il y a eu des fils et des filles de cette commune qui sont là à l'école, qui ont un certain niveau, qui peut leur permettre aujourd'hui de participer activement au développement de leur commune. Et ces fils-là sont là. On ne peut pas les négliger, les oublier et confier la mairie à Abdoulaye Ouattara qui n'a même pas le CEP. Tête garnie de feuilles avec des spatules et autres ustensiles de cuisine, les manifestants ont bâti les pavés du centre-ville à la préfecture, une fois de plus remettre leur plateforme. Le préfet est absent. Donc, elle m'a chargé de prendre votre message et le garder pour elle. Ancien maire CDP de la localité et élu aujourd'hui sous la bannière de Anafa, Abdoulaye a été décrié par la population pour son incapacité à gérer la commune de par les passés. Pour le convaincre à renoncer à la charge des maires, des rituels sacrificiels ont été faits à la mairie par les notabilités coutumières. Et suite à la démission des conseillers de l'opposition et de certains de la majorité le 2 juillet 2016, le conseil municipal de la ville de Fadangourma est en pleine crise. Une situation qui crée un dysfonctionnement de la mairie. Au regard de cela, un comité de médiateurs a vu le jour dans le but de permettre aux deux parties de dialoguer pour sauvegarder la paix sociale et l'intérêt général de la commune de Fada. Les membres de cette médiation ont échangé ce matin avec la presse pour leur expliquer la tâche qui leur incombe. La suite de ce journal, l'opération de curage des caniveaux lancée par le maire de la commune de Ouagadougou a bel et bien démarré. Le maire de l'arrondissement 12, Rasmata Compaoré, a elle-même dirigé les travaux ce matin au secteur 52 de Ouagadougou. Dans le quartier Balkoui, l'opération de curage a été initiée par des jeunes. Le récit est de Mouniratou Guiro Lougui. Des machines pour racler la boue, des pelles pour ramasser les ordures, des tricycles prêts à être chargés. Nous assistons à l'opération curage des caniveaux dans la capitale burkinabé. Cette opération est pilotée au secteur 52 par la mairie. Vraiment, nous donnons un sens très important à cette campagne de ce matin, à savoir le curage des caniveaux. Parce que nous avons vécu ces derniers jours de nombreux problèmes au niveau de l'arrondissement. Les maisons qui ont été inondées parce que les caniveaux sont bouchés par des saletés que la population même jette. On va changer de direction. Il va rentrer dans les domiciles. Et là où l'eau trouve seulement, c'est là-bas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que nous avons enregistré une perte en vie humaine dans la semaine-là. Et donc vraiment, nous nous sommes dit qu'il faut que nous prenions ce problème-là à bras le corps. Pour Adama Ouedraogo, résident du 10 secteur, le curage des caniveaux vient à point nommé, mais devrait être accompagné par d'autres mesures. Nous disons que cet acte est salutaire, mais nous déplorons un fait. Le caniveau s'arrête à 150 mètres de là. Si les autorités ou ceux qui peuvent nous aider à faire continuer un peu le caniveau et rejoindre l'autre côté, nous pensons que c'est là la solution. À Balkoui, les mêmes activités se produisent, mais cette fois, l'initiative provient des jeunes du quartier. Nous sommes des jeunes du quartier et comme les caniveaux sont bouchés, nous avons décidé de les curer. La décision ne vient pas de la mairie mais de nous les jeunes. Nous demandons à la population de faire pareil. Des bonnes volontés, il n'en manque pas dans cette opération, mais ils sont confrontés à des problèmes de matériel. À présent, direction Bagassi, commune rurale située à plus de 200 km de Ouagadougou, où des jeunes se sont investis dans l'orpaillage. Présente sur place, notre équipe a pu constater l'organisation qui est mise en place pour extraire la matière première jusqu'à la découverte de l'or. Suivons ce reportage de Cheikh Omar Bandaougou.
Juste après ce panneau, une pente et nous croyons déjà être à Bagassi, notre destination. Mais pas encore. Nous sommes dans un petit village né autour d'une activité, l'orpaillage. Derrière cet tas de granit, des jeunes gens qui, chaque jour, les sortent de terre à la main. Contrairement à d'autres sites d'orpaillage, ici on ne creuse pas horizontalement. On descend uniquement à la verticale, souvent à 60 mètres de profondeur. Autour de ces lucarnes d'espoir, un véritable esprit d'équipe est né. Quelques-uns à l'intérieur et un groupe attend dehors un signal. Ce signal, une fois reçu, finit le repos. Après 10 à 15 minutes d'efforts conjugués, on remonte ceci, un sac rempli de terre qui vient s'ajouter à d'autres. Le contenu sera lavé comme ceci. On n'en retiendra que les grosses pierres. Celles-ci seront ensuite écrasées par des moulins. Mais toujours difficile d'en tirer quelque chose de bénéfique. Il faut donc rendre la poudre plus fine et cela se fait à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Vient en fait la dernière étape de l'exploitation à laquelle nous n'avons pas assisté. En effet, sur ces planches se fait le filtrage. Quand c'est le jour de chance, on arrive à trouver de l'or et la terre est entassée. Une activité aléatoire qui a réussi à faire naître et à faire vivre autour d'elle un village avec des concessions et une fontaine. Des commerces de tout genre, on en rencontre sur ce site vieux de plus de 15 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les exploitants arrivent à satisfaire leurs besoins. Mais ils affirment que si l'État burkinabé les laisse exploiter ce site, c'est bien parce que sa teneur n'est pas très grande. Des sites plus productifs, ils en connaissent, mais ces sites seraient réservés à l'exploitation industrielle. Tout compte fait, dans moins d'une semaine, Samuel Nana et ses camarades devront suspendre leurs activités du fait de la saison pluvieuse afin de réduire les risques d'éboulement. Ils resteront donc 2 à 3 mois sans activité à dépenser leurs économies d'une année en attendant la reprise. Malgré la présence d'une importante société minière en son sein, la commune rurale de Bagassi reste difficile d'accès. Le tronçon Ouahabou-Bouan, passant par Bagassi et Ouahayaho, longue de 85 km, est en très mauvais état. À ce handicap s'ajoute la rareté de l'eau potable. Cheikh Omar Bandaogo, reportage. Un paysage sauvage impressionnant au cœur duquel se développe une activité industrielle. De l'emploi donc pour les fils de la localité. Localité qui connaît un développement économique ralenti quelquefois par une importante difficulté. La route de Ouahabou jusqu'à Bagassi ou bien pour aller jusqu'à la route de Dédou. Bon, la route n'est pas bonne. Il y a des gens qui ont besoin de venir à Bagassi. Si le véhicule ou bien si ça fait accident, c'est pas bon. Il y en a qui viennent pour venir faire des choses qui sont très nécessaires. Et s'ils tombaient en cours de route, donc tout est foutu. Au sein de la population, la priorité est la même. La première priorité, c'est d'abord la route Ouahabou-Bondouki. Aujourd'hui, on n'arrive pas à emprunter bien la route parce que la voie est beaucoup gâtée. Route, poteaux électriques en bois que les populations souhaitent voir remplacer et les nouvelles autorités municipales doivent encore faire face à une autre difficulté. L'eau. L'eau, c'est très nécessaire. Quand on est dans un village, s'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas faire de bon travail. Mais pour le maire fraîchement installé, la solution à court terme viendra de la société minière qui exploite le gisement d'or de la zone. Que cette route, ce tronçon-là, soit réhabilité par les agrégats que possède déjà la mine. En effet, il y a du quartz qui a été concassé et qu'ils utilisent pour leur protection, mais aussi une partie de ce quartz-là peut être utilisée pour stabiliser ce tronçon-là, particulièrement en cette période hivernale. À long terme, des concertations auront lieu avec les autres conseils municipaux de la région pour qu'ensemble, ils obtiennent un financement pour le bitumage du tronçon Ouahabou-Bouan, passant par Bagassi et Yao, long de 85 km. Autre information, au Gabon, une manifestation de l'opposition a été dispersée à coups de gaz lacrymogène aujourd'hui par les forces de l'ordre. Qualifiant cette manifestation d'illégale, le porte-parole du gouvernement a tout de même regretté les incidents survenus.
La Fédération internationale des droits de l'homme alerte l'opinion internationale sur la répression de masse au Burundi contre tous ceux suspectés d'être opposés au régime. Ainsi, plus de 1000 personnes ont été tuées, 5000 seraient détenues et 800 disparus. Pour les défenseurs de droits de l'homme, ce pays a sombré dans l'arbitraire et l'impunité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.